Bonjour, je m'appelle Joseph Larmarange, je suis démographe de santé publique à l'IRD. Aujourd'hui, on m'a invité à vous faire une mini-lecture sur comment déployer la PrEP. Alors, avant de commencer, j'aimerais signaler l'excellent ouvrage de la FRAVI, VIH, hépatite virale et santé sexuelle, qui est sorti cette année, disponible gratuitement en ligne, dont toute une section est consacrée à la prévention du VIH et avec un chapitre dédié justement à la prophylaxie pré-exposition. Plusieurs essais thérapeutiques, en particulier l'essai ANRS Hypergay en France et l'essai PROUD en Angleterre, ont démontré qu'un traitement antirétroviral à base de tenofovir, lorsqu'il était correctement pris par des personnes séronégatives, était efficace pour prévenir la transmission sexuelle du VIH. Depuis novembre 2015, l'OMS recommande d'ailleurs la PrEP orale comme outil de prévention pour les personnes à risque substantiel, qu'il s'agisse d'une PrEP à base de tenofovir seul ou de tenofovir et anthricibacine, ce qu'on appelle également le Truvada. Dans plusieurs régions du monde où la PrEP a été massivement déployée, et notamment où les homosexuels masculins représentent une part importante de l'épidémie, une baisse des nouvelles infections a été observée ces dernières années, que ce soit à San Francisco, en Île-de-France ou en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie. Aujourd'hui, on reconnaît deux schémas de prise de PrEP. Tout d'abord, un schéma dit en PrEP continu. Il s'agit de prendre un comprimé par jour euh, euh, pour être protégé. Et on considère qu'il faut en général 7 jours de prise avant d'avoir une protection effective, notamment chez les femmes. Un deuxième schéma que l'on appelle aussi Event-Driven PrEP ou schéma 2-1-1 consiste à prendre 2 cachets au moins 2 heures avant une prise de risque, puis de répéter un cachet le lendemain et un cachet le surlendemain. Ce type de schéma, qui a été notamment testé dans le cadre de l'essai français Hypergay et dans la cohorte francilienne Prévenir, a amené l'OMS à le reconnaître à partir de juillet 2019, mais uniquement pour les homosexuels masculins. Alors, ce qu'on a pu voir dans l'ensemble des, essais et des programmes de PrEP, c'est que la PrEP, ce n'est pas que la PrEP. En plus, de la, provision du traitement, prophylactique, on voit également que les programmes de PrEP offrent une série de services. Qu'il s'agit d'un dépistage régulier, en général trimestriel du VIH, mais également un dépistage des IST et leur prise en charge, à minima le dépistage de l'hépatite virale B et dans certains cas sa prise en charge, mais également fournir aux participants une dotation en préservatifs, en gel et un accompagnement individualisé et des conseils. Alors, la PrEP, selon les recommandations OMS, est à destination des personnes dites à risque substantiel. L'OMS définit les personnes à risque substantiel comme étant les personnes appartenant à des groupes où le risque d'acquérir le VIH, donc où l'incidence est supérieure à 3% en l'absence de PrEP. En un certain sens, ces personnes à risque substantiel correspondent à ce que l'on appelle usuellement les populations clés. La question est de savoir si ce sont les populations que l'on recrute dans les programmes de PrEP. Alors majoritairement dans les programmes de PrEP, ce que l'on a vu, c'est un recrutement de personnes qui sont, à fort risque. Mais si je prends la cohorte Prévenir en Île-de-France avec plus de 3 000 personnes recrutées, il apparaît que 99 des personnes sont des HSH avec un âge médian de 35 ans. On a donc très peu, d'autres populations dans cette cohorte. Dans le programme DREAMS, mené au Kenya, qui vise les jeunes filles et les adolescentes, qui sont une population particulièrement exposée, dans cette région du monde, on se rend compte, de même que dans d'autres programmes visant les jeunes filles, une très faible rétention à 3 mois, puisqu'elle est, ici de seulement 37. Après, d'autres programmes ont essayé de cibler les travailleuses du sexe, comme cette étude au Bénin menée à Cotonou. Là encore, sur cette population particulièrement mobile, on a des difficultés à recruter et à maintenir dans la PrEP des travailleuses du sexe, avec ici une rétention de seulement 59%. De manière générale, on a des difficultés à recruter les jeunes HSH, les travailleuses et les travailleurs du sexe, les personnes transgenres, les migrants ou encore les jeunes filles et les adolescentes. La question, c'est qu'est-ce que l'on peut faire pour essayer d'améliorer l'accès à la PrEP? On peut, on voit, différents travaux qui sont en train d'émerger pour essayer de penser à des modes de recrutement de type respondent driven sampling pour cibler les jeunes HSH. On voit aussi, différents types d'interventions autour de l'empowerment ou autour de, consultations en santé sexuelle et reproductive pour les migrants en Île-de-France. Et pour ma part, je vais partager avec vous aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai pu apprendre dans le cadre du programme PrEPSI.
Alors, le programme PrEPSI NRS 12361 est un programme qui a été mis en place il y a maintenant quelques années et qui avait pour objectif d'évaluer la pertinence et les modalités d'une offre de PrEP à destination des travailleuses du sexe en Côte d'Ivoire. On a eu d'une part une enquête qualitative sur des sites prostitutionnels avec 21 entretiens individuels menés et 7 focus group, complétée d'une enquête quantitative auprès de 1000 travailleuses du sexe, enquête quantitative qui comportait à la fois un questionnaire socio-comportemental et une enquête d'incidence. Nous avons adopté une approche participative et avons travaillé en particulier avec 2 ONG communautaires ivoiriennes qui travaillent depuis, de nombreuses années avec la population de travailleuses du sexe, à savoir l'ONG Aprosam dans la région de San Pedro et Espace Confiance sur Abidjan. L'enjeu était d'arriver à co-construire une offre de santé au regard des résultats de ce travail pilote. Alors, quels sont les constats que l'on a pu voir dans le projet PREPSI? D'une part, les travailleuses du sexe restent une population exposée malgré un recours important aux préservatifs. Il y a de nombreux programmes communautaires qui ont été mis en place depuis longtemps auprès de cette population et on se rend compte qu'une majorité utilise le préservatif. Elles sont 87% à dire l'utiliser régulièrement avec leurs clients. Cependant, il y a des situations où elles n'arrivent pas à l'utiliser, que ce soit avec le partenaire régulier, mais aussi avec certains clients réguliers, qu'elles vont avoir, certains clients qui sont violents et qui vont imposer un rapport sans préservatif ou dans certains cas, notamment si elles ont eu peu de clients, dans les jours précédents, lorsqu'un client va leur proposer une forte somme d'argent pour avoir un rapport sans préservatif. Et donc, même si le préservatif est utilisé dans la majorité des rapports sexuels qu'elles vont avoir, elles sont quand même environ les 2 tiers à avoir déclaré au moins un rapport sans préservatif au cours des 7 derniers jours. Par ailleurs, l'enquête d'incidence, nous a révélé des chiffres élevés avec une incidence estimée autour de 3 à San Pedro et autour de 1,6 à Abidjan. Ce qui nous a surpris, c'est que, alors qu'on faisait l'hypothèse que l'incidence serait plus élevée chez les travailleuses du sexe qui venaient d'arriver sur le marché du travail car elles étaient moins à même de savoir négocier correctement l'utilisation du préservatif. En fait, nous n'avons pas observé de différence entre celles qui exerçaient depuis plus ou depuis moins de 5 ans. Autrement dit, malgré un empowerment de ces femmes et une capacité à gérer le préservatif, dans la plupart des cas, elles ont toujours des situations qui les exposent et où elles sont vulnérables. Deuxièmement, le projet PREPSI a mis en évidence de nombreux besoins non couverts en santé sexuelle et reproductive. 43 d'entre elles avaient déjà une grossesse non désirée au cours de leur vie, mais elles sont très peu utilisées une contraception. Elles sont un tiers à continuer de travailler pendant leur menstruation avec différentes techniques comme de la glace ou des morceaux de coton pour arrêter les saignements et qui sont souvent, source d'infection. Et puis, les 2 tiers ont déclaré avoir eu au moins une IST au cours des 12 derniers mois et là, il s'agit d'une déclaration et donc qui ne prend pas en compte les IST asymptomatiques. En fait, ce que pose la PrEP dans la plupart des populations avec lesquelles, on travaille, c'est que du coup, elle induit une sorte de biomédicalisation, du fait d'être séronégatif et en fait, elle nous amène à penser un suivi chronique pour les personnes qui sont séronégatives. En effet, la PrEP nécessite un suivi trimestriel. Or, la majorité des programmes qui sont mis en place et qui sont financés ont un focus sur l'identification de nouvelles travailleuses du sexe et l'identification de nouvelles femmes positives pour les accompagner vers le soin. Donc c'est un complet changement de paradigme pour les acteurs associatifs et communautaires. Et puis on se rend compte que malgré le travail important des pères éducatrices sur le terrain, peu de travailleuses du sexe se rendent dans la clinique fixe, soit d'Espace Confiance, soit d'Aprosam, que ce soit pour des questions d'éloignement ou d'horaires d'inadapté, mais aussi la peur du stigma, notamment lorsque la clinique est dans un quartier différent de celui où elle travaille de manière ordinaire. Un autre retour très important à la fois des acteurs de terrain, et des travailleuses du sexe que l'on a pu interviewer, c'était l'importance de ne pas séparer les soins pour les femmes qui sont séropositives et pour les femmes qui sont séronégatives. En Europe, on a en général des programmes VIH dans l'hôpital et des programmes PrEP qui sont séparés. Là, dans des interventions communautaires et notamment pour des populations aussi vulnérables et stigmatisées, le fait de proposer plutôt des consultations communes pour les femmes séropositives ou pour les femmes séronégatives est une manière de ne pas indirectement dévoiler le statut et d'avoir une meilleure intégration. Donc l'enjeu, hein, c'est de ne pas créer de services parallèles et de réduire le stigma associé aux soins. De plus, il apparaissait aussi que les femmes séropositives ont des besoins en services de santé sexuelle et reproductive, tout comme les femmes séronégatives qui pourraient être inclus dans un programme de PrEP.
Enfin, penser l'intégration des différents services ensemble peut être une manière de, partager des coûts et d'essayer de les réduire au niveau global. Enfin, le contexte ivoirien est marqué par une forte prévalence de l'hépatite B avec environ 10 de la population qui est porteuse de l'antigène anti-HBs et donc du coup, on ne peut pas faire la passe sur l'hépatite B. Or, comme vous le savez probablement, les personnes qui sont porteuses de l'antigène HBs, heu, ne sont pas éligibles à la PrEP, mais en fait, on peut leur proposer un traitement de l'hépatite B. Il se trouve que le traitement de l'hépatite B en cas d'hépatite B chronique est exactement le même que celui qu'on utilise pour une PrEP VIH qui est le tenofovir. Autrement dit, on peut, avec un même traitement, parfaitement intégrer la gestion de ces 2 de la prévention du VIH d'une part et de l'hépatite B d'autre part dans les mêmes consultations. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'en Côte d'Ivoire et comme dans d'autres pays, le tenofovir, lorsque les personnes sont mono-infectées par l'hépatite B, est à la charge du patient. Et donc, si pour certaines populations, on commence à distribuer gratuitement du tenofovir pour la PrEP du VIH, mais que dans le même temps, les personnes qui en ont besoin pour le traitement de leur hépatite B doivent le payer, on va créer un problème éthique en termes d'équité d'accès. J'aimerais ici rappeler que lors de la FRAVI 2016, il y avait eu l'appel de Bruxelles pour un accès universel à la PrEP pour toutes et tous qui en avaient besoin. Et en 2018, nous avions eu l'appel de Bordeaux pour le renforcement de la lutte contre les hépatites B et C. Nous l'avons vu, les programmes PrEP offrent plusieurs services en santé sexuelle et reproductive. Et l'on voit fleurir divers projets explorant comment étendre cette offre de services. Mais le fait que la PrEP reste la porte d'entrée pour accéder à ces services ne pourrait-il pas, paradoxalement, constituer en soi une barrière d'accès à la PrEP? En effet, on l'a vu, pour un certain nombre de personnes, il y a des enjeux autres et des besoins essentiels qui ont besoin d'être couverts avant que l'on puisse euh, aborder les questions de prévention. Et donc, il faudrait que nous adoptions des approches beaucoup plus holistiques de la santé. Et malgré les difficultés logistiques, réglementaires ou financières, ne devrait-on pas envisager de véritables centres de santé sexuelle où la PrEP en particulier et la prévention du VIH de manière plus générale seraient disponibles, mais ne seraient pas le point d'entrée pour bénéficier des services? C'est ainsi qu'est né le projet Princesse, donc le projet Princesse 12381 qui a démarré il y a un peu moins d'un an maintenant. Eh bien, il est parti des constats que je vous ai présentés et il inclut une offre élargie en santé sexuelle et reproductive qui comprend à la fois la prise en charge du VIH et sa prévention, la prise en charge de l'hépatite B et la vaccination si besoin, un dépistage et le traitement des IST, une offre de contraception gratuite et de coupe menstruelle, des tests de grossesse trimestrielle et un repérage des addictions. Et cette offre élargie en santé sexuelle et reproductive est disponible dans une clinique mobile, directement sur les sites prostitutionnels, avec une équipe composée d'un médecin, d'un technicien de laboratoire, d'une assistante sociale et de pères éducatrices, où chaque site est revisité toutes les 2 semaines, et où l'ensemble des services sont disponibles dans la clinique mobile. Et nous espérons avoir des premiers résultats à partager avec vous à partir de 2021. Au final, il faut peut-être que l'on apprenne à penser plus souvent en dehors du cadre unique du VIH et peut-être que la bonne manière d'aborder, la prévention du VIH avec les populations clés et donc d'aborder nos programmes de PrEP, c'est de les penser dans un cadre holistique avec des approches globales centrées sur les personnes et non centrées sur le VIH lui-même. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une excellente session.